Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler de la réalité des restaurateurs et la pression de performer et de se réinventer constamment. Je suis Hélène Savignac, votre animatrice, et je suis en compagnie de David Saint-Germain, qui est propriétaire du Lola 45 de Saint-Sauveur, un restaurant vraiment très prisé, et il va nous parler justement de cette réalité-là qui vit depuis la pandémie. Alors, avant de passer la parole, David, je tiens, comme je fais à chaque début d'épisode, je tiens à remercier tous les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent. Un petit bonjour spécial à Sophie qui nous a dit bravo pour le podcast sur Facebook. Alors, merci d'être là. Merci d'écrire vos commentaires sur les différentes plateformes parce que c'est vraiment la façon de faire rayonner le podcast à travers le monde. Et n'hésitez pas non plus à le partager parce que des fois, vous pouvez ressentir que ça pourrait faire du bien à des personnes de votre entourage. Alors, n'hésitez pas à le partager. Merci d'être là. C'est vraiment du grand bonheur pour moi de faire les podcasts hebdomadaires. Alors, sans plus tarder, je suis avec David Saint-Germain. Comment vas-tu, David? Ça va très bien, merci beaucoup. Je voulais vous remercier, vous aussi, de m'avoir invité. C'est très, très, très apprécié. Alors, David, la restauration, on sait que de la pression de performance des restaurateurs, vous avez vécu un paquet d'affaires. Alors, parle-moi donc un petit peu avant d'arriver dans le vif du sujet, parle-moi un petit peu de ton parcours entrepreneurial, David. Ça ressemble à quoi le parcours d'un restaurateur? C'est quoi ton parcours? Pour le mien, je ne sais pas pour les autres en tant que tel. Pour le mien, j'ai toujours été en restauration depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai toujours travaillé à Saint-Sauveur ou presque depuis que j'ai justement 14 ans. Promener de resto en resto, toujours eu 2-3 jobs en même temps. J'ai fait des cours en sommellerie. J'ai voyagé aussi pour le vin. Et j'ai ouvert le Lola 45 en 2015. Je travaillais au Maestro à l'époque à Saint-Sauveur aussi, puis j'avais des clients qui voulaient ouvrir quelque chose. J'étais super intéressé. Le local était très bien situé, puis il était très beau. Puis je me suis dit pourquoi pas. À 26 ans, je trouvais que c'était le bon moment. Je voulais pas le regretter plus tard de pas l'avoir fait. Puis en même temps, je me suis dit, si je l'ai pas, c'est difficile quand même d'ouvrir une entreprise, mais je me dis, si je l'ai pas, j'ai le temps quand même de me retrouver d'autres choses à faire, ça c'est sûr et certain. Là. Puis, merci de partager ça. Puis, une des raisons aussi pourquoi ça a fait en sorte que j'ai eu l'inspiration de t'inviter au podcast, il y a ma collaboratrice Karine qui m'a parlé du Lola 45, puis je suis une cliente aussi du Lola 45. Puis, en fait, qu'est-ce qu'elle me partageait, c'est qu'à travers la dernière année et demie, on sait que pour beaucoup de restaurants, ça n'a pas été facile. Toi, tu as passé à travers ça, on va dire, quand même avec brio, en ce sens que ça a été fermé quelques mois, tu as réouvert le restaurant, ton équipe est là et présente. Comment t'expliquerais ça? Là? Je me disais, il y a quelque chose qui a fait de correct, qui a fait en sorte que l'équipe, le noyau des gens est encore là. Alors, ça m'a vraiment inspiré à t'inviter sur le podcast. Je me suis dit, on a entendu pas mal d'histoires qui n'étaient pas le fun, mais là, je trouve que c'est une belle histoire. Alors, j'aimerais ça que tu me partages ça. Comment t'as vécu la dernière année et demie? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe chez Lola 45? Vous êtes là, vous êtes présent, puis pour offrir le service à la population, là, que les gens puissent en bénéficier. Alors, parle-moi là un petit peu de ça. Toute une question, hein? Non, c'est bon, je pense qu'on est des créateurs de bonheur. Mais je sais pas, nous, la première fois qu'on a fermé, ça a été vraiment un choc. Là. Je pense que personne s'en attendait vraiment. On le voyait arriver, mais c'est arrivé si vite au mois de mars. Là, je me rappelle, nous, on a décidé de fermer juste un peu avant qu'ils annoncent justement qu'il fallait tout fermer. Par conscience sociale, là. Je pense qu'on était un peu rendu là. Puis la première fois, j'ai décidé juste de fermer au complet. Là. J'ai pas fait de take-out ni rien. Après ça, on s'est dit que ça reviendrait assez vite. Puis finalement, c'était pas le cas. Ça a été plus long que prévu. On attendait. C'est là que souvent les gens parlaient de se réinventer puis faire autre chose, commencer les pour emporter ou take-out, là, comme on peut dire. J'ai pas embarqué dans celle-là pour la première fois. J'ai vraiment attendu qu'on puisse réouvrir. À l'époque, j'ai fait du bénévolat au IGA à Sainte-Adèle. C'était super. Ouais, c'était vraiment le fun. Moi, je restais un peu dans le domaine de l'alimentation puis du service à la clientèle. Mais au départ, j'ai décidé justement de rien faire puis de laisser les choses aller.
Après, je tenais souvent au courant mon staff, justement, pour Ça a duré revenir. combien de temps, Puis, cette période-là d'arrêt? La première, on a fermé en 15 mars, si je me trompe pas, puis on a réouvert le 15 juin. À peu près 3 mois le avant premier. que tu continues, là, comment tu as vécu ça en titre d'entrepreneur et d'être humain? Là, parce qu'on est d'accord, comme restaurateur, tu es dans le feu de l'action, c'est comme sur une adrénaline. Là, tu as comme 3 mois que tout est arrêté. Comment tu as vécu ça? Ben, c'est beaucoup de remises en question. Justement, je me disais, est-ce que je fais autre chose? Je suis rendu à 32 ans. Est-ce que je retourne à l'école puis je fais autre chose parce que c'est peut-être pas... Tu sais, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, c'est nous autres les premiers coupés quand même. Là, on s'entend qu'on sait pas un service essentiel. Mais c'est beaucoup de remises en question, je dirais. Là, je pense que le IGA, ça a beaucoup aidé justement pour... faire quelque chose. Là, moi, je suis pas habitué de rien faire, là, toujours dans le feu de l'action, là, comme vous avez dit, mais ça a beaucoup aidé pour remplir un peu les trous perdus, là, le temps perdu, dans le fond. Là. Mais je me rappelle même plus de la question. Comment tu as vécu ça? Ouais. De 3 mois de pause. Alors, on a un bon exemple. Tu es habitué sur l'adrénaline. Hein? Ouais. C'est quand on parle de pause. Alors, comment tu as vécu ça? Puis là, tu partageais que, dans le fond, le bénévolat que tu as fait, que tu continuais d'être dans le feu de l'action, pas loin du domaine de l'alimentation, ça t'a assisté à passer, dans le fond, à travers ce moment-là. C'est comme si la vie t'offrait une pause, là, mais que c'était forcé. Ouais, ben en fait, tu te rends compte aussi que je me suis rendu... je vais parler de moi. Je me suis rendu compte que peut-être j'en faisais trop aussi. Tu sais, une pause, ça fait aussi dire peut-être que 80 heures, 90 heures semaine, c'est un peu trop. Peut-être en faire moins pour performer encore mieux, justement. Tu sais, ça a toujours été ça pour moi, le resto. Tu sais, 2, 3 jobs en même temps, travailler tous les soirs, travailler à Noël, travailler au jour de l'an, travailler tous les week-ends. Je me suis dit peut-être que ralentir, c'était pas une mauvaise idée non plus. Tu sais, ça a fait quand même du bien pour pour la perspective de mettre les choses en perspective puis de te dire que, tu sais, au bout de la ligne, ça reste quand même un travail. Là. C'est pas supposé d'être ta vie au complet. J'ai toujours priorisé le travail avant tout. Je pense que ça a donné quand même un coup sur celle-là, je dirais. Sinon, j'avais quand même... j'ai pas réinventé, mais j'avais beaucoup de... Moi, j'ai une grosse inventaire de vin, fait qu'on vendait un peu de vin aussi. Ça allait aider beaucoup à rester en vie parce que j'ai pas eu le droit à de subvention... soit loyer, vu qu'on était fermé, ni salaire non plus. Avec ça, on a réussi à survivre. OK. C'est sûr que de réouvrir, je me suis endetté un peu, mais il y avait un beau challenge là-dedans, dans le sens que la ville de Saint-Sauveur, vu qu'on a réouvert au mois de juin, nous avait permis de faire quelque chose dans notre stationnement, donc une autre terrasse. Ça m'a donné comme un autre projet. J'ai fait une autre terrasse pour agrandir le resto. C'est un défi. J'aime bien les défis, puis je pense que ça a permis justement de survivre à tout ça, rattraper le temps Mais perdu. attends, je vais t'interrompre un peu parce que pour les gens qui nous écoutent, là, toi, t'es rendu dans le stationnement, mais en fait, pour ceux qui sont les habitués du coin, on appelle ça la cour arrière. T'as comme, mais pas c'est pas ça que tu parlais, non, là. parce que OK. la première année, j'ai juste essayé de faire le Lola 45 en arrière. Là, j'ai fait une terrasse, on a regagné 50 places assises. Fait que c'était de réengager, mais tout mon staff me suivi. Là, ceux qui on a fermé, on a tout réouvert avec le même staff. J'ai réengagé un peu, mais c'était pas énorme. Là. J'ai quand même des gens de carrière, puis on s'entend très très bien. Là. Les gens sont bien à la maison. Moi, j'appelle ça la maison. On est comme une famille. Puis, La maison, c'est chez vous au restaurant. Là. ouais. Ben, c'est littéralement la maison. Moi, j'habite en haut quand même. OK. Je sais pas si c'est... Ouais, venez pas sonner chez nous, s'il vous plaît. Mais, ouais. Fait que là, tu disais que tu as tenu les gens occupés. T'as tenu, pas les gens occupés, mais tu as tenu les gens renseignés. Tu sais, on se promène un peu dans le parcours. Là, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Ouais, là, il y a le 3 mois de pause. Ben non, c'est parfait. On est dans l'effervescence de le feu de l'action, c'est quoi? Tu as comme un 3 mois de pause auquel tu n'es pas habitué. Mais à travers ça, parce que là, je t'ai posé plein de sous-questions en même temps de la question. Là. Fait que l'idée là-dedans, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens sont revenus? C'est qu'à travers ça, même tu ne savais pas trop qu'est-ce qui s'en venait. Tu as tenu les gens, tu les as tenus informés de qu'est-ce qui se passait pendant 3 mois en disant on va attendre là, pour le moment, voici ce que je décide. Fait que c'est un peu ça que tu as fait avec ton équipe. Qu'est-ce que tu as fait avec ton équipe pendant ces 3 mois-là, même si toi, tu étais arrêté comme restaurateur? C'est sûr qu'on se tenait beaucoup au courant, mais en même temps, aujourd'hui, avec les groupes, là, on avait un groupe Facebook, là, Messenger, puis on parlait souvent ensemble de qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on faisait, puis qu'est-ce qu'on allait faire, mais que ça allait réouvrir. Puis aussi, ben, comme je l'ai dit, j'avais des petits projets juste pour
pouvoir aller chercher. C'est drôle parce qu'on parle tout le temps d'aller chercher ce qu'on a perdu, mais ça fonctionne pas comme ça. Je me suis rendu compte cette année. Il faut arrêter de penser comme ça. C'est perdu. Qu'est-ce qui est perdu est perdu. On peut juste aller de l'avant puis essayer de faire de notre mieux, là, finalement. Là. J'ai longtemps pensé, on a perdu 3 mois, mais c'est pas ça. Là. C'est pas de le rattraper, c'est de justement continuer puis essayer de faire quelque chose d'en sortir quelque chose de bénéfique là-dedans. Là. Ouais. Je pense que tout s'est fait dans une bonne optique, puis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, finalement. Là. Ça a soudé l'équipe, je pense, aussi, en même temps. Le 3 mois, oui, mais on a toujours resté ensemble, on se tenait au courant, puis quand on a réouvert, mais tout le monde le prenait déjà plus à cœur. Tout le monde avait compris aussi que, oui, c'est juste un travail, mais en même temps, tu sais, c'est important. C'est important, tu sais, ce travail-là, ben, il fait quand même vivre des familles, puis, tu sais, c'est des gens de carrière. Nous, on essaie de performer, oui, on fait plus de la gastronomie, puis on essaie de toujours faire notre mieux, puis c'est ça l'important, je pense. Puis dis-moi, tantôt, tu as nommé que le 3 mois de pause t'a fait prendre conscience que 80-90 heures par semaine. Alors là, tu sais où je m'en vais avec la question. Est-ce que je l'ai respecté? Est-ce que quand tu as reparti, quand ça l'a reparti, est-ce que tu dirais que ça l'a modifié quelque chose? Parce que la première étape de changement, des fois, c'est la prise de conscience. Et puis là, puis pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on fait un podcast que tu es avec moi, dans le fond, dans le studio. Habituellement, je vois les gens par Zoom, alors je te vois rire. Alors, tu sais, dans le fond, c'est un podcast qui est authentique. Alors, c'est plus fort que moi de poser la question. T'es-tu revenu dans ton beat 80-90 heures ou il y a quelque chose qui a changé depuis? Est-ce que j'ai compris? Non. Non, j'ai pas compris. Comme je dis, tu sais, je sais pas aussi, c'est des affaires personnelles à moi aussi en tant que tel. Là. Je pense que de travailler, des fois, ça me fait oublier toutes les autres choses. Là. Fait que c'était important pour moi. Mm-hmm. Là, j'ai travaillé, non, j'ai pas compris finalement. Au début, je pensais, là, mais j'ai essayé de déléguer et tout, mais non, j'ai eu bien de la difficulté. Fait que je suis retourné aux 80 heures semaine, puis la pression est quand même assez énorme. Là. Je parle de tous les domaines, là. Je travaille pas dans tous les domaines, mais dans le nôtre... ouais. T'as une pression sociale, il faut toujours que tu sois au top, faut que tu sois au meilleur, puis en même temps, t'as les réseaux sociaux aussi, t'as tout ce qui englobe le reste là, qui est tellement ailleurs que voilà 15 ans, mettons, quand je travaillais dans d'autres restos, puis qu'il n'y avait pas de ça, de Facebook, d'Instagram. Tu sais, aujourd'hui, toutes les émissions qu'il peut y avoir sur la cuisine, c'est incroyable. Là. Tu changes de poste, à chaque fois, il y en a un, à n'importe quelle heure, c'est sûr et certain, puis tout ce qu'ils font, c'est toujours du wow, puis c'est toujours le plus, puis faut que tu suives ça. Puis à la maison, ben... Mais comment ça se reflète concrètement, là, mettons, quand tu parles de ça, qu'il y a plein d'émissions culinaires, que c'est wow, puis c'est de repousser les limites. En quoi ça l'affecte la clientèle, puis en quoi ça t'affecte, toi, comme restaurateur, cette pression-là que tu parles davantage de... cette pression-là sociale qui est plus présente qu'avant, mettons, qu'à tes débuts en restauration. Comment ça l'impacte le quotidien, toi, comme restaurateur, comme entrepreneur, comme personne qui est là dans ton restaurant? Comment ça l'affecte? Ben, je pense que c'est la performance. Tu veux être le meilleur, tu veux être le plus reconnu, tu vas en donner plus tout le temps. Il y a tellement de choix aujourd'hui pour le client en tant que tel. Là. Il peut aller n'importe où s'il veut. Mais pourquoi il choisit de venir chez nous? Parce qu'on offre quelque chose de plus ou qu'on a quelque chose de plus à offrir. Moi, je pense que le resto, c'est un englobement. Moi, je fais rien toute seule. J'ai des employés magnifiques qui m'aident énormément. Puis c'est juste selon... que ce soit ambiance, nourriture, musique, peu importe qu'est-ce qui se passe, juste les lumières, t'amuser ou pas, ça fait toute la différence. Mais toute seule, on fait rien. C'est une équipe qui fait tout ensemble, là, finalement. Fait qu'on pourrait-tu dire que dans le contexte actuel, tu sens que les gens sont plus exigeants qu'avant. Puis là, on n'est pas en train de vouloir dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est juste que la réalité fait en sorte que vu qu'il y a plus de connaissances, c'est plus... je veux dire, étaler tout le domaine culinaire, tu dirais-tu que tu ressens que les gens sont plus exigeants qu'avant, puis ça met une pression, ça peut être facile d'embarquer dans la pression de dire il faut qu'on en donne plus parce que le niveau d'exigence des gens est comme plus élevé. Est-ce que ça serait vrai de dire ça? Je vais dire oui, ça serait bien oui, c'est sûr que c'est le niveau, la pression sociale est plus élevée qu'avant, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, tout est plus facile, ben pas plus facile pour un client aussi en tant que tel. Moi, ça m'arrive souvent, là, dans un sens. Là, tout est à votre goût, oui, puis finalement, c'est pas vraiment la réalité. On arrive à la maison, puis on écrit un commentaire, puis c'est pas toujours gentil. Après, on aurait peut-être pu le régler sur place, mais les gens aujourd'hui ont plus tendance à faire autrement.
Est-ce que c'est une mauvaise méthode? Je sais pas, je suis pas sûr, là, mais je suis pas certain que moi, personnellement, ça me convient. Je préfère le savoir tout de suite, puis qu'on puisse arranger les choses, puis que ça aille mieux. Le but, c'est que tu partes content, là, finalement. Là. Oui. Fait que ça a fait ressortir cette pression-là parce que, tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, juste avant l'épisode, que je pense que ça fait ressortir le besoin de plaire. Souvent, quand on choisit le métier de restaurateur, ça vient avec qu'on a le goût de plaire aux gens, qui vivent une expérience extraordinaire quand ils viennent dans notre commerce. Et là, avec cette pression-là que tu sens plus présente ou que les gens ont plus de tribunes pour la partager ou pour le dire, comment tu vis ça? Ça a-tu fait en sorte que c'est encore plus... Le désir de plaire est encore plus là, puis ça vient plus nous chercher quand les gens disent des commentaires? C'est plus facile de se laisser, je veux dire, entre guillemets, contaminé par quand les gens nous écrivent quelque chose? Comment tu vis ça? Ben, je vais parler pour moi. C'est sûr que j'ai un besoin d'amour démesuré. Là. Je pense que moi, je veux que ça soit parfait pour tout le monde. Puis c'est moi qui se mets une pression assez incroyable là-dedans. Mais je suis pas sûr que je sois le seul dans cette situation-là, dans le domaine non plus. Là. C'est important que tout soit fait comme il faut, puis dans une certaine... moi, je demande rien de moins que la perfection. Je suis peut-être un peu intense, mais... oui, c'est difficile. C'est moi qui se mets une pression comme ça, mais en même temps, une personne contente va en parler à juste 2, mais une personne mécontente va en parler à combien, tu sais? C'est ça l'affaire, c'est que la chose que tu vois le plus, c'est la personne qui est pas contente. Pour moi, il faut que je focus sur tous les gens qui sont contents, mais on dirait que ceux qu'on en parle plus, c'est ceux qui le sont pas. C'est là qu'il devient un peu difficile à essayer de gérer entre les deux puis jongler. Moi, je focus sur le fait que je peux m'améliorer ou j'en ai échappé un, mais ça devrait pas être ça devrait être le contraire. Mais ça vient tellement me toucher. Des fois, c'est vraiment difficile. Je te dirais que les commentaires peuvent être méchants, puis au bout de la ligne, ben oui, c'est sûr que ça vient me toucher. Là. Moi, je mets toute mon énergie là-dedans. Là. Ouais. Je fais quitter... C'est ça. J'ai priorisé le travail puis ma carrière, puis... Toute ma vie entière est priorisée, c'est le resto. Fait que c'est sûr et certain qu'un commentaire qui peut être désobligeant, qu'on aurait pu régler ou quoi que ce soit, ça vient me toucher énormément. Puis là, écoute, moi, ça me fait allumer. Dans le podcast Performe autrement, tu parles de ton besoin d'être aimé, ton besoin de performance. C'est comme c'est pas juste pour la restauration. Là. Je pense que ça va parler à plein de monde. Mais j'ai le goût de revenir en arrière sur quelque chose. Tu dis, je me mets bien de la pression d'être perfectionniste. Moi, souvent, quand j'entends ça, je regarde dans le domaine de avec une équipe de travail, souvent, le perfectionniste va être très exigeant pour les autres et les gens vont avoir tendance à quitter l'entreprise en disant « je serai jamais à la hauteur ». Mais j'ai comme l'impression que c'est pas ça qui se passe chez vous, étant donné que les gens sont tous restés là avec l'expérience de pandémie. Alors, dirais-tu que tu mets la pression, toi, ses épaules, tu essaies de ramasser les balles de tout le monde ou comment tu vis ça avec ton équipe? Parce que visiblement, ils reviennent avec toi, fait qu'il y a quelque chose dans ton leadership que les gens aiment. Moi, je leur dis tout le temps, t'es à moi. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, non, mais en fait, oui, j'en demande beaucoup sur moi-même et j'en demande beaucoup sur les autres. Je pense qu'il y a une façon de parler aux gens aussi. Ça, c'est sûr que je pense que c'est mon point fort. Il y a toujours place à amélioration, puis j'essaie de tirer le meilleur de tout le monde. Je sais pas si je l'ai bien dit, là, ça fait un peu... Non, mais tirer le meilleur, ouais. Je trouve toujours des qualités dans les gens, puis je vais pas focusser sur les défauts, ça c'est sûr et certain. Là. Moi, je peux pas changer personne, mais je peux t'aider à améliorer quelque chose sur toi-même, puis ça, c'est mon point fort. Quelqu'un qui arrive, je vois tout de suite le positif, puis je vais essayer d'améliorer ce côté-là. Que ce soit le côté créatif, ou il y en a qui sont... Toutes les gens sont différents, il faut justement les prendre différemment. Tu sais, en ce moment... C'est drôle parce qu'il y a une nouvelle génération en ce moment, là, c'est justement, on parlait des réseaux sociaux, puis c'est bien in, là, ce temps-ci, là, tout ce qui est photo, Instagram, puis Facebook, puis j'avais une jeune fille qui travaillait chez nous, Sarah Julie, puis c'était sa génération, là, 22 ans, là, toujours en train de prendre des photos, puis c'était toujours beau, toujours beau, qu'est-ce qu'elle faisait, puis j'ai vu ce talent-là en elle, puis j'ai vu qu'elle aimait ça. Fait qu'après ça, je me suis dit, on va juste l'exploiter à son maximum dans un sens. Pas elle, mais son talent. Puis j'ai payé des cours de photos, des cours pour les réseaux sociaux. Après ça, elle a commencé à tout gérer mes Facebook, mon Instagram, répondre aux gens. Dans le fond, j'ai créé un poste tout court pour elle dans l'entreprise. Elle s'est sentie vraiment, vraiment valorisée. Puis moi, au bout de la ligne, c'est moi qui étais le plus chanceux parce que juste à cause de ça, ça a mis... Là, Lola 45 sur la map un peu, là, tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant. Fait que ça m'a aidé
énormément. Là. Je suis vraiment reconnaissant envers cette personne. Puis après, ben, tu vois, elle fait 3 ans qu'elle travaille chez nous, puis elle décide justement de retourner à l'école dans ce domaine-là. Puis ça va super bien. Elle était justement prise dans un stage payé dans une grosse firme de réseaux sociaux. Malheureusement, bon, elle est partie de chez nous à cause de ça, mais au bout de la ligne, moi, j'ai quand même pu aider cette personne-là à se trouver un domaine, puis ça m'a aidé vraiment beaucoup. Il y a un bénéfice des deux côtés. Ben oui, exactement. Puis tu vois, c'était juste de trouver quelque chose qui allait la garder puis qui allait la motiver à rester aussi. Tu sais, le but, c'est... Tu veux pas rentrer travailler juste pour rentrer travailler. Tu veux être motivé à aller travailler. Tu veux que ça te tente d'aller travailler. Puis je pense que c'est ça l'important. Tu sais, à la maison, mais c'est ça qu'on fait. Là. On est, tu sais, j'arrête pas de dire qu'on crée, on est des marchands de bonheur, dans le fond. Là. Les gens, ils viennent justement pour relaxer. Souvent, par des grosses semaines ou quoi que ce soit, ben nous, on est là pour ça. Mais moi, je fais rien toute seule. Tu sais, j'essaie de trouver qu'est-ce qui les motive le plus, puis de le ramener dans un côté plaisant aussi, dans une ambiance saine de travail, ça c'est sûr et certain. Là. Fait que t'es comme un peu exigeant à faire en sorte que les gens soient sûrs, tu sais, j'ai parlé d'être dans sa zone d'excellence, de faire qu'est-ce qu'on est, qui est notre talent naturel, mettons. C'est ça que dans le fond, que tu t'appliques à regarder chez les gens puis voir dans quoi ils sont uniques, qu'est-ce qu'ils peuvent amener comme contribution unique, et c'est ça que je vais faire ressortir. C'est un peu ça que je ressens, ton exigence envers eux, c'est de dire... Je veux te permettre d'être à ton meilleur dans l'entreprise ici, puis automatiquement, tu as moins besoin d'être exigeant parce qu'on le sait que quand les gens, ils font qu'est-ce qu'ils aiment, puis sont dans leur zone d'unicité puis d'excellence, il y a bien moins de supervision, finalement, à mettre auprès des gens parce qu'ils vont naturellement vers ça. Ça fait-tu du sens quand je te dis ça? Ça fait beaucoup de sens. Mais là, David, j'ai vraiment le goût, là, puis... On se fait du fun dans le podcast, là, je te vois sourire. Puis là, tu te nommé ça, que toi, tu dis, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis exigeant envers moi-même? Je regarde les gens, dans quoi ils sont déjà bons, puis c'est ça que je porte mon attention. Puis autant que ça peut être facile d'aller de l'autre bord, par exemple, les commentaires que tu parlais qui viennent t'atteindre, de dire, pourquoi tu ne l'appliquerais pas pour toi aussi, de dire, hey, c'est dans quoi moi je suis unique? Puis de porter mon attention là-dessus. Puis c'est ça qu'on a souvent tendance à faire en performance. On va aller porter notre attention sur... une minorité, peut-être, de commentaires. Des fois, il y a des choses qui nous appartiennent, tu sais, puis qu'on dit, OK, on va le regarder, puis c'est une façon de s'améliorer. Puis en même temps, c'est donc facile de se laisser déranger par quelques commentaires qui peuvent être très blessants, j'en conviens, puis de porter beaucoup notre attention là-dessus, versus d'appliquer à toi, de dire, hey, c'est quoi là, notre contribution unique, le Lola de 45, dans quoi qu'on est bon, puis de porter notre attention là-dessus plutôt que de se laisser un peu déranger par des fois les gens, peu importe ce qu'on va faire, ils vont critiquer quelque chose. Fait que c'est comme tu le fais pour les autres, ça pourrait peut-être être une bonne idée de le faire pour toi. Là. On dirait que c'est comme plus fort que moi d'aller là. Ouais, c'est drôle parce que j'ai pas entendu de questions là-dedans. On a plus dit c'est comme une prise de conscience. Là. Non, il n'y avait pas de questions. Mais c'était plus fort que moi d'y aller, tu sais. Ouais, t'as bien fait. Puis... Ouais. Ben, en fait, c'est ça dépend tout le temps aussi. Tu sais, moi, ouais. Ben, on dirait que là, il n'y avait pas de questions. J'ai de la misère à répliquer à celle-là. Merci beaucoup, t'es fine. J'en ai pris note. Non, mais c'est parce que c'est tellement beau en même temps. Pourquoi je te partage ça? C'est super beau ce que tu as partagé parce que je pense que ça va rejoindre beaucoup des gens, le côté d'être perfectionniste, puis à quel point ça peut être facile de se laisser envahir par ce besoin-là d'être parfait, de plaire. Puis en même temps, tu étais capable d'appliquer à ton équipe, de dire, écoute, chaque personne est unique, c'est grâce à eux que je suis là, j'arriverai pas toute seule. Tu sais, des fois, l'image du perfectionniste, c'est comme, tassez-vous, il y a juste moi qui est capable de bien faire les choses. Mais toi, c'est pas ça. Tu le vis en disant, hey, je me mets une pression incroyable sur les épaules d'être parfait, mais en même temps, tu as pris le temps de regarder dans ton équipe qui est bon dans quoi, et c'est ça que je vais faire briller. Et tant qu'à moi, c'est ça la puissance d'un leadership, de dire, hey, je suis au service des gens dans le sens que de faire en sorte qu'ils peuvent vraiment briller au sein de l'entreprise et la clientèle va le ressentir. Ça va se ressentir sur l'éclairage, sur l'ambiance, sur les petites délicatesses qui sont présentes dans un restaurant qui font en sorte que les gens reviennent. Moi, c'est ça que pour avoir été cliente aussi, l'expérience, je la ressentais, tu sais. Fait que je trouve ça très beau que tu aies partagé ça. C'est pour ça que je me suis permis de dire, je m'en vais rebondir sur qu'est-ce qu'il dit là parce que c'est vraiment ça. Puis je pense que ça l'explique un des succès de l'entreprise, là. Merci Stéphane. Non, mais je trouve ça drôle parce que, oui, je dis ça, mais attends, c'est pas tous les jours que je suis comme ça non plus. Là. Il y a des journées que... Ouais, je trouve que c'est pas fait à ma manière. Ouais. Ouais, parce que moi, c'est ça. C'est simple. Là. Je trouve j'aime ça qu'on soit sur la même longueur d'onde, mais la mienne, il y a des journées que c'est de même. Ben oui. Mais il y a d'autres journées où est-ce que c'est ça. Mais la fluidité, ouais. C'est sûr que
Tu sais, j'ai parlé de commentaires, mais ils sont pas tous... c'est pas si pire que ça non plus, là. Tu sais, j'en ai qui, oui, c'est constructif. Là, t'as envie... Ben oui, c'est vrai, il y a des choses à améliorer, puis ça, on peut le faire, puis on le fait ensemble. Mais... tu sais, je peux pas... je suis pas en train non plus de dire que je vois pas mes talents non plus, là. Tu sais, on a parlé de réinventer, là, des restos, mais là, c'est ça qu'on a fait cet été. Là. Nous, on a encore une fois, la ville, cette année, nous a permis de faire quelque chose dans notre stationnement. Là, moi, j'ai décidé vu que l'année passée, c'était trop difficile à gérer, vu que c'était trop gros, le lac 45, on a juste ouvert un autre resto en arrière. Fait comment t'as fait ça, là? Pour les gens, c'est comme si l'année passée, t'as pris une extension sans changer les installations. T'as rajouté, puis là, tu dis que t'as monté à peu près jusqu'à 45 employés. Ouais, exact. Fait que là, on avait un resto de 100 places assises extérieures, un bar complet, une cuisine complète. On avait des bands, écoute, c'était incroyable. T'sais, on dirait que sur le coup, je m'en rendais vraiment pas compte. Puis l'été a passé extrêmement vite. Mais après ça, je suis là, OK, c'est quelque chose. Dans le fond, rapidement, au printemps passé, tu as dit, OK, là, comment tu avais fait le projet l'année d'avant? Tu as dit, là, avec juste une cuisine, c'est trop. Là, tu t'es réinventé avec un concept, ça s'appelle la cour arrière, pour ceux qui vont l'avoir visité. Et là, tu as rebâti une cuisine pour faire en sorte que les installations soient adéquates là, pour le personnel, finalement. Alors, ça t'a pris combien de temps de te revirer de bord? Puis comment tu as eu l'idée? Comment c'est arrivé? Ben, l'idée est venue de mon chef, en fait, de l'année passée. Je pense qu'il y a eu un été assez incroyable avec le monde de plus qu'on faisait. Puis il s'est dit, tant qu'à faire quelque chose, on devrait faire quelque chose de différent. Puis là, j'ai bien réfléchi à ça, puis je me suis dit, pourquoi pas ouvrir juste du cours d'autres choses? Mais là, il fallait refaire tout à zéro, ce qui était assez incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité, mais comme je dis, j'ai rien fait toute seule non plus. Là. Il y avait des idées de partout. Là, après ça, le défi, c'était d'engager. Mais je pense que avec le retour, je pense qu'on aurait ouvert au mois de mai ou à fin mai. Mais là, ça faisait plus longtemps qu'on était fermé. On était fermé depuis le 15 décembre. Là. C'était quasiment 6 mois de fermeture. Il y en a beaucoup quand même qui sont revenus. Sinon, j'ai réengagé. Ça a bien été, mais on a fermé 2 jours semaine. Fait qu'on était ouvert 5 jours sur 7. Okay. Mais pour 2 restaurants, c'était vraiment très bien. Oui, j'étais rendu à peu près à 45 employés. Mais écoute, j'ai été super choyé parce que... je pense, tu sais, j'appelle souvent ça la maison, puis je dis qu'on est une famille, mais je suis vraiment, vraiment choyé parce que j'ai une grosse famille. Mes 2 sœurs sont venues travailler pour moi. Ma mère, qui a 60, elle va être pas contente d'entendre ça. 62, elle a travaillé à la porte tout l'été. Mon frère, il travaillait en construction, puis le soir, il venait m'aider à faire les huîtres. Mon chum, il travaillait au bar tous les soirs après avoir fini en construction. Ma belle-sœur est venue m'aider. J'ai des amis d'enfance qui sont venus m'aider. En fait, je pense que je suis choyé plus qu'autre chose, tu sais. Genre, finalement, j'ai une grosse famille, là. Moi, j'appelle ça du cheap labor, mais j'ai une grosse famille. Je suis vraiment choyé, puis je pense que ça donne envie aussi de travailler. Je pense que pour les autres qui voyaient ça alentour, je veux dire, toute sa famille est là en train de l'aider pour passer au travers des mauvais temps. Tu sais, je pense que, justement, tu rentrais pas seulement dans un place de travail, tu rentrais dans une famille. Toutes les gens qui rentrent travailler, je les écoute, je les comprends, puis j'essaie de les aider du mieux que je peux. Il y en a d'autres que je peux pas, ça c'est sûr et certain, mais tu rentres dans une famille. Puis je pense que c'est ça le point fort aussi. Là. Ça, c'est une qualité que mon père nous a appris vraiment jeune, là, le sens de la famille. Puis je pense que c'est ça le plus important. Puis tu sais, il y a un partage partout. On a réouvert, les serveurs se sont mis ensemble. On fait un partage de pourboire aussi maintenant. Tu sais, il y a quand même 4% de la facture qui va en cuisine, ce qui était énorme pour eux autres. Là. D'avoir accepté de faire ça aujourd'hui, je trouve ça assez incroyable là, quand même. Ouais, parce que des fois, on pourrait penser que c'est individualiste, le domaine de la restauration, que les gens sont plus individualistes. Puis là, tu as amené cet esprit-là de famille, de partage. On est tous là ensemble. C'est pas vrai que s'il y en a un qui donne un bon service puis l'autre qui est moins bon, tout le monde va être affecté tôt ou tard. Là. Fait que cette idée-là de famille, que les gens... Tout le monde partage. Ouais. C'est important. Comme ça, tout le monde se donne à son meilleur aussi. Là. En tout cas, ça a l'air à bien fonctionner. Ben, je pense que justement, je prends pour montrer l'exemple dans un sens. Là. Moi, j'essaie de montrer l'exemple. Là. Je suis là tout le temps, je me donne tout le temps mon meilleur. Fait que j'attends la même chose des autres. T'sais. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis là, justement, si on revient un petit peu là, de l'aspect là, de cette pression-là de performer, cette pression-là de se réinventer, ce que j'entends, c'est que dans le fond,
la pression de se réinventer, tu as beaucoup les idées, pas juste tes idées à toi. Les gens partagent leurs idées, leurs suggestions, puis les choses que tu retiens là-dedans de mettre en application. Mais comment tu vis ça et comment tu ressens ça, cette pression-là, quand même, de sentir toujours de te réinventer puis de performer, d'être dans le maximum? On le sait, là, présentement, dans la période, l'enjeu de la santé mentale est quand même... c'est un enjeu, présentement. Là, on est en train d'enregistrer maintenant, mais pour ceux qui vont nous écouter, puis on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être diffusé, ça va être dans les prochaines semaines. Il y a des entrepreneurs à succès là, qui ont fait des sorties. Entre autres, je pense à Nicolas Duvernois, il dit « Je suis épuisé ». On a, pour les amateurs de hockey, Carey Price qui vit des enjeux. Fait que ça touche vraiment tout le monde. Même les gens qui ont pour avoir la perception, qui ont du succès, qui ont tout pour être heureux, que ça va bien. Ça touche tout le monde. Je pense que tu le vis, toi aussi, au niveau de la restauration. Tu peux le vivre comme entrepreneur, mais tu le vis aussi avec les gens autour de toi. Il commence à avoir un effet, de fatigue pandémique, l'enjeu de la santé mentale. Comment tu vis ça, cette pression-là de performer, se réinventer en même temps que tu sens qu'il y a des gens qui sont épuisés? Comment tu vis ça? C'est une bonne question. Non, c'est drôle parce que là, ça sonne tout beau, là, l'histoire. Là, on dirait que de même, mais non, c'est difficile. En fait, je viens juste de revenir de vacances, mais si j'avais pas été, je pense que j'étais là. C'était le burn-out ou proche. Ouais, je trouve ça bien difficile de vivre avec tout ça, la pression, puis comme je dis, de se réinventer, puis de toujours être au top. Et de moment donné, ça fait quand même... tu sais, j'arrive chez nous, puis j'ai des crises de panique des fois, puis je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer? Je suis tout le temps en train de réfléchir à quoi faire ou quoi améliorer, ou pour être toujours au top, puis toujours satisfaire les gens. Comme je dis, j'ai un gros problème de satisfaire ou que tout le monde soit content. Fait que pour moi, ça devient vraiment un gros enjeu. Là. Comment je fais pour que ça aille mieux? Pour le moment, j'essaie d'en faire un peu moins, mais j'ai de la difficulté. Puis je pense sérieusement à consulter. Là. Je pense que je suis rendu là. Je trouve ça... Jusqu'à quel point... Où est-ce qu'il faut que je me rende pour pouvoir me rendre compte qu'il faut que j'arrête une manière là, de toujours penser à ça, puis à constamment... me taper sur la tête. Je peux continuer à me taper sur la tête, mais je pourrais peut-être changer le format du marteau pour un plus petit, tu sais. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est con, mais juste à constamment réfléchir à ça, puis à penser, faut pas que je focus sur pas le négatif, mais les choses à améliorer, puis demander de faire comme, OK, c'est assez, mais ça roule constamment. De mettre les choses en perspective. Ben, ça, c'est sûr, ça n'a pas de bon sens. Là. Je finis une soirée de travail, t'es sur l'adrénaline et tout, t'arrives à la maison, puis c'est sûr, je m'en vais pas me coucher tout de suite, là, on s'entend, là, il est comme 10h30, 11h, mais là, je me mets à réfléchir, puis je suis comme, OK, ça, j'aurais dû faire ça autrement, j'aurais dû répondre autrement à cette question. Le hamster, il parle. Ça n'a pas de bon sens, là. Quasiment en avoir de la misère à respirer, il faut que je me contrôle, mais je suis pas le seul à vivre ça non plus. Là. J'en ai eu 2, moi, dépression là, cette année d'employé, puis je vais dire burn-out, là, pas dépression, mais c'est énorme. Là. Puis c'est de pire, tu sais, ça va pas aller en s'améliorant si ça continue comme ça. Là. On parle de syndrome de performance, je suis pas le seul à vivre ça non plus. Là. C'est assez présent. Puis, merci de ton authenticité, parce que je suis certaine que souvent, là, dans le monde des affaires, c'est le genre un peu le sujet encore tabou et encore plus auprès des entrepreneurs. Puis ça me fait penser à des statistiques que j'ai lues avant la pandémie qui disaient qu'un entrepreneur sur 4, au moins une fois par semaine, se mettait en petite boule puis avait le goût de brailler puis était en crise de panique. Un entrepreneur sur 4. Et ça, c'était une étude qui a été faite au Québec. Il faudrait que je retrouve la source exacte, là, mais j'ai lu ça. Et ça, c'était avant la pandémie. Et la grosse difficulté, c'est que ça disait que les entrepreneurs, ils ont souvent, ou les dirigeants d'entreprise, ou même, peu importe, la plupart des gens ils se disent, moi, je dois d'être fort, de pas paraître vulnérable, et je peux pas parler de ça. C'est un sujet qui est vraiment tabou, stigmatisé, mais dans le fond, ils vivent ça. Fait que je trouve ça vraiment beau d'en parler parce que le fait de dire, écoute, ça l'arrive, on est un être humain. Ça fait tellement pas de sens de réagir comme une machine. Il y a une réalité qui est là, puis je pense qu'il faut en parler pour dire, attends une minute, là, je suis vraiment en train de me laisser envahir, puis des fois, je n'ai pas toutes les ressources, dans le sens que, oui, d'aller chercher une aide ponctuelle extérieure pour nous faire les choses différemment. Il y a des techniques, il y a des outils. J'ai parlé à quelques reprises des techniques de respiration qui peuvent être vraiment très puissantes pour nous assister à développer cette résilience-là puis pas se laisser envahir. Mais je trouve ça vraiment super d'en parler. Puis de dire, ça peut arriver à tout le monde. Tu as une entreprise qui a du succès, puis tu as un contexte favorable. Là, tu te sens bien entouré, tu l'as parlé. Ma famille est autour de moi, je me sens bien épaulée. Puis malgré ça, c'est quand même pas évident qu'est-ce qu'on vit présentement. Fait que
je pense que c'est important de dire, oh, ta minute, là, ça se peut que tout seul, je trouve pas la solution, puis que je prends conscience qu'il y a quelque chose que je faut que je fasse différemment à partir de maintenant. Puis ça, c'est puissant. Tu sais, la première étape, c'est la prise de conscience, où je me positionne pour la suite. Tu sais, je vais arrêter où? Fait que le rat race que tu parles, là, il est présent dans la société actuellement. Le métro, boulot, dodo, on part sur une affaire. C'est sûr que c'est ça, c'est fou, là, quand tu y penses. Justement, on est tellement axé sur la performance et tout que tu peux pas te permettre d'être en burn-out, c'est impossible. Non, ça peut pas m'arriver, là, c'est impossible. Oui, c'est ça. Fait que d'en parler, ça devient vraiment tabou, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Non, ça peut pas m'arriver à moi, là. Justement, ça va bien, j'ai du succès, puis je continue, je travaille tout le temps, mais c'est impossible. Puis d'en parler, c'est pire. Parce que c'est là que tu déclares une faiblesse, c'est pas supposé en avoir, là. Je trouve que c'est ça, c'est incroyable, là, quand même. Fait que là, finalement, tu te ramasses à trouver des échappatoires, là, je pense, là. Nous autres, dans le domaine, c'est un fléau, là, justement, l'alcoolisme puis la dépendance, c'est incroyable, là. Mm-hmm. Moi, j'ai passé par là, puis je trouve ça fou, là. Ça fait 1 an, 3 mois aujourd'hui que j'ai pas consommé aucun alcool et aucune drogue, mais j'ai tombé là-dedans quand même, là. Juste, c'était mon seul échappatoire à l'époque, puis c'était la seule chose que je trouvais qui me faisait du bien à minuit, à 10h30, 11h, quand je finissais, là. Ouais. Je te l'ai dit, le stress est encore là, mon cerveau roule à 100 000 à l'heure. Qu'est-ce que je fais pour l'éteindre, là? C'était ça. Boire. Puis je trouve que, tu sais, je parle de mon domaine, mais c'est tellement accessible, c'est facile, là. Mais c'est la même chose, j'en vois plein alentour de moi, là. Ben, pas juste en restauration, c'est qui ont de la prouvé, là. misère. Ben oui. Qui ont de la misère. C'est de là, moi, j'ai décidé de me prendre en main, puis j'ai fait une thérapie, mais sinon, tu sais, j'en vois plein alentour. Mais puis... d'un bravo. Merci, c'est gentil. Mais en fait, c'est parce qu'ils se trouvent ça triste, parce que tu en vois plein alentour, puis justement, c'est un autre sujet qui est tabou, là. Tu peux pas t'avouer vaincu non plus par ça, là. C'est incroyable, là. Tu sais, t'as perdu la maîtrise de ta vie, là, pour l'alcool, mais pour moi, c'est arrivé, tu sais. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux depuis que j'ai arrêté? Oui, beaucoup mieux, mais j'ai pas encore tous les outils pareils pour travailler. Tu sais, chaque jour, il faut que je travaille sur moi-même, mais j'ai pas encore tous les outils pour être capable de comprendre quand même tout ce qui se passe, tu sais, tu sais, ça continue à rouler dans ma tête, puis ça l'arrête juste jamais à cause que, justement, il faut que je performe, puis il faut que ça soit... Mais en même temps, tu fais un choix différent. Tu l'as dit, v'là quelques années, tu as fait un choix différent pour décompresser, puis on peut penser que la pression était moins forte. Tu sais, si on retourne là, quelques années avant la pandémie, bon, la pression des réseaux sociaux, elle est présente, elle est là. Tu sais, ça a comme un côté, c'est wow, tu as pu rayonner ton entreprise, mais en même temps, ça vient avec que les gens, c'est anonyme, peuvent écrire ce qu'ils veulent là-dessus. Mais tu as fait quand même un choix différent de dire, hey, la pression est encore plus élevée, puis tu fais le choix de pas aller vers ce que, justement, l'échappatoire. Puis écoute, c'est présent, c'est tabou là, de parler là, de consommation, mais c'est présent dans le monde des affaires, là, l'usage d'alcool et des drogues, parce que naturellement, le cerveau, il recherche l'équilibre. Même si c'est pas la bonne façon de faire, dans le sens qu'on se fait du tort au niveau de la santé, ça reste quand même qu'on recherche toujours d'être en équilibre, d'être bien naturellement. Puis là, de mettre ça sur la table, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Là. Il y a peut-être des gens qui vont dire « OK, garde, on en parle, j'ai le droit. » Se laisser le droit de dire « C'est ça que j'ai vécu, mais c'est ça qu'aujourd'hui, qui dit c'est pas le choix que je refais aujourd'hui. » Fait que c'est tellement... tu sais, puis c'est ça le podcast Performer autrement. On a l'opportunité de faire les choses autrement et de dire la réalité que c'est quoi. On est un être humain. On fait pas toujours les meilleurs choix pour nous, mais quand je parle d'expansion, que le chaos précède toujours l'expansion, des fois, il va avoir passé à travers de ça pour faire un choix qui est autrement. Puis se laisser le droit de dire, c'est les choix que j'ai faits, je choisis d'autres choses aujourd'hui, puis bravo. C'est pas jamais un parcours en ligne droite. Que ce soit un parcours entrepreneurial ou n'importe qui, c'est jamais en ligne droite. C'est ton parcours, puis peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de partager, ça va changer le cours de la vie de quelqu'un. Puis c'est ça que je trouve vibrant dans un podcast. On dit, c'est ça qui est là, quelqu'un va nous écouter, on ne sait pas de quelle façon, peut-être que ça ne viendra jamais d'un commentaire, mais peut-être que c'est ça que c'est en train de faire, puis c'est ça que je trouve vibrant. Puis merci de ton partage, de dire, c'est ça que j'ai vécu, voici qui je suis, je connais pas tout l'avenir, mais il y a quelque chose de très beau dans toute cette histoire-là, puis merci de partager ça, je trouve ça vraiment bon. C'est gentil, merci. C'est parce que là, on parle de performer autrement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai essayé de mettre les choses quand même en perspective, là, de pas trop m'en faire sur des choses que je peux pas contrôler. Là. Souvent, c'est ça. Là. Mon domaine, c'est quand même ça. Là. Faut que je deal avec quand même des gens. Je rencontre 700 personnes. J'ai un tout petit resto, moi, c'est 50 places assises. Là. Ouais. Puis je fais quand même environ 700 clients par semaine. Faut quand même que ça fait du monde que je rencontre. Je peux pas, first, parler à tout le monde. Puis aussi, il y en a des imprévus. Mais c'est pas des choses que je peux contrôler. Tu sais, de moment donné, c'est ça.
faut que j'arrête de vouloir tout contrôler, puis juste laisser aller, puis vivre le moment. Qu'est-ce qui t'inspire à continuer? T'sais, on met tout ça en perspective, là. Qu'est-ce qui t'inspire à continuer aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. C'est drôle. Je m'attendais pas à celle-là. Mais j'aime vraiment ce que je fais. Je trippe sur les gens, surtout. Puis, il y en a que je fais une différence dans leur vie, on dirait. Mm-hmm. Ils arrivent, puis c'est là qu'ils décompressent, puis c'est là que ça change leur vie. J'ai des clients réguliers qui viennent 2-3 fois semaine quand même. C'est rendu des amis et non juste des clients. Puis il y en a un souvent qui me dit merci d'exister. T'sais, pour moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'incroyable de se faire dire ça. Puis tu sais, je suis pas médecin, là, mais je peux changer une vie différemment. Je parle pas juste du resto, je parle par moi-même ou par justement des employés ou à travers d'autres êtres humains, dans le sens de, je sais pas, de parler souvent. Les gens ont besoin de parler ce temps-ci, là, puis moi, je fais juste ça aussi. Là, je me promène partout, puis on jase, puis juste de discuter, puis de voir d'autres personnes. Je pense que ça fait du bien, pas seulement à moi, mais aux autres aussi. Puis, je l'ai dit, on est des marchands de bonheur. J'aime bien ça, vendre du bonheur. Ouais. Ben, tu sais, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle, tu fais... puis c'est vrai là, que là, tu as pris le parallèle avec un médecin. Puis on met souvent le médecin, tu sais, sur un piédestal. Mais tant qu'à moi, on a tout un rôle différent à jouer. T'sais, on peut-tu vraiment dire que quelqu'un est plus important qu'un autre? On a toute une contribution unique à offrir. C'est ça que je parle. Apprendre de n'importe qui, là. C'est ça. Puis on est tous venus faire, on a tout quelque chose de spécial. Tu sais, des fois, les gens vont dire, ben moi, qu'est-ce que je fais de différent? Non, on est tous uniques, on a toute une contribution unique à offrir. Puis c'est quand on est dans cette zone-là que les gens le ressentent. Moi, ce que j'entends, c'est de dire, hey, je tripe vraiment sur qu'est-ce que je fais. Les gens le ressentent, ils ont le goût de s'ouvrir. Puis, écoute, de recevoir en cadeau, quelqu'un dit, ça change ma vie que vous soyez là. C'est comme, t'as pas besoin qu'ils te disent merci plus que ça. C'est comme assez puissant, là. Fait que si je te posais la question, c'est quoi votre contribution unique, là? Mettons comme, oui, un restaurant, vous avez un menu qui est unique, tout ça, mais tu dirais que c'est quoi ta contribution unique en tant qu'entrepreneur dans ton rôle actuellement? Ma contribution unique en tant que... restaurateur, entrepreneur, propriétaire du Zola 45. Dans le domaine ou oui, pour dans le les domaine. employés? Vas-y, at large. OK. Qu'est-ce que vous faites d'unique, finalement? Ben moi, je pense que c'est un englobement, là, chez nous. Là. Les gens viennent pour... je sais que les boys en cuisine, puis ils travaillent vraiment fort. Puis j'ai dit les boys, mais il y a des filles aussi. Là, je suis désolé, je généralise. Mais... c'est le clou du spectacle. T'sais, nous, dans le fond, c'est un spectacle. Là. Tu veux venir te divertir quand même, mais tout le monde a sa place à jouer, puis eux autres, c'est le clou du spectacle. Le monde vient pour bien manger, puis ils font extrêmement bien la job. Mais tout vient avec aussi le service, l'ambiance, puis tout est unique. Toutes les personnes qui travaillent chez nous sont uniques, puis sont laissées aller dans leur plein potentiel. Je pense que c'est ça l'important. Je veux pas encadrer personne. Je veux qu'ils ajoutent leur touche personnelle à eux autres mêmes. Moi, j'ai toujours à toucher. J'ai dit à toucher, on dirait, hein? C'était bizarre. C'est pas ça que je voulais dire. J'ai toujours amené ma touche, c'est ça. Oui. Dans tous les restos où j'ai travaillé, puis on m'a toujours laissé être moi-même, puis je pense que c'est ça l'important. Eux autres, en étant eux autres mêmes, mais oui, tu peux pas plaire à tout le monde, mais t'attires d'autres personnes que moi je pourrais pas non plus de toute façon. Là. Fait que le but, c'est plus qu'ils sont laissés à être eux-mêmes, pardon. Ouais. Je pense que c'est là qu'on tire le maximum. C'est super beau. Et là, j'ai une question là, que je me dis, peut-être que les gens... on a parlé un petit peu de ça, là, le besoin de se réinventer, de performer. Puis là, j'ai une espèce la question à 10$ ou à 100$. Est-ce que le client a toujours raison? Non. Moi, j'ai toujours raison, puis le client mange la barbe. C'est pas vrai. Le client n'a pas toujours raison. Ça a déjà été... ça a déjà été vrai, mais plus maintenant. Non, le client n'a pas toujours raison, malheureusement. On peut pas... Non. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, je suis pas d'accord. Et comment... OK. J'essaie de penser à un exemple flagrant ou quoi que ce soit, mais en même temps, je me dis, tu sais... On me dit souvent quoi faire ou comment faire, et je me dis, mon Dieu, t'as-tu déjà assez été dans ma réalité? T'as déjà un restaurant ou t'as déjà travaillé dans un restaurant? Puis là, on me dit oui, il y a 15 ans, je pense pas que ça va fonctionner. Là. Non, le client n'a pas toujours raison. Parfois, il a le droit, il a son mot à dire, puis ça c'est normal, puis on l'écoute, ça c'est sûr et certain, mais il a toujours raison, je suis pas d'accord. Puis là, si on faisait, là, on prenait 2 minutes
pour faire un petit volet, là, pas moralisateur, mais éducatif par rapport à, mettons, les gens qui nous écoutent, là, tout le monde consomme des restaurants. Là. Puis on se disait, c'est quoi la réalité d'un restaurateur par rapport au fait que ça soit les horaires? Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, quelqu'un se présente à sa réservation à 6 heures, mais il y a tout eu quelque chose, il y a de l'arrière-scène de tout ça. Fait que si tu étais là, puis dire, on se met dans la peau d'un consommateur, puis on dit, on aimerait ça juste le faire goûter un peu à notre réalité, tout ce qui est requis pour faire en sorte que quand il est assis à sa table, il vit une expérience unique, ça serait quoi la réalité que tu aimerais ça que les gens prennent conscience, mettons, là? Ces temps-ci, il y a un gros fléau sur les no-shows qu'on appelle, là, les gens qui réservent mais se présentent pas à leur réservation. Là. Ça, c'est terrible. Okay. Nous, on le vit pas beaucoup, mais il y a une augmentation, on s'entend, mais tout ce qui est... J'ai des amis restaurateurs à Montréal, puis c'est vraiment... C'est spécial. Okay. Ça arrive fréquemment. Et les gens réservent à 2-3 places en même temps, puis ils choisissent de dernière minute, puis ils prennent pas la peine de canceller. Pour ça, c'est inacceptable, là, dans un sens. On fait rentrer plus de monde pour travailler, vu qu'il y a plus de clients, puis finalement, on se retrouve avec moins. Fait que non seulement on fait moins de ventes, mais en plus, on a plus d'employés à payer. Tu sais, moi, il n'y a pas... on ouvre à 5 heures, oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé à 4 heures. Il y a quelqu'un qui est là à 8 heures le matin. Là. Il y a des chiffres de 8 jusqu'à minuit. Là. Il y a, c'est toute une préparation. Là. Tout est fait maison, puis on fait affaire avec des producteurs locaux. Il faut que tout se suive quand même. Mais juste de ne pas canceller, on a perdu une place qu'on ne peut pas revendre nécessairement à quelqu'un d'autre. C'est énorme. Tout coûte tellement cher aujourd'hui. Avant pandémie... tous les salaires ont augmenté de 5 $ minimum. Parce que dans le fond, un plongeur, au départ, c'était déjà 13,50. Il n'y en a pas beaucoup qui voulaient travailler. Là. Fait qu'on était rendu à 15 déjà avant la pandémie. Maintenant, on est rendu à 18. Puis à 18, tu as de la misère à trouver. Là. Okay. Si tu payes un plongeur à 18, ton cuisinier qui était déjà à 16, tu es rendu à combien, tu penses? Tu sais, il y a de l'expérience. Tu es rendu un autre 5. Tu sais, tout a augmenté minimum de 5 $ de l'heure de plus. Plus l'épicerie qui a vraiment augmenté. Aujourd'hui, la réalité, nous, on fait un petit menu qui change aux saisons. Il faut que tu trouves des produits frais. Puis, mais tu appelles les fournisseurs, des fois, tu sais même pas qu'est-ce que tu vas recevoir ou toute la réalité a changé, c'est sûr et certain. Puis les prix ont tellement augmenté. Mm-hmm. Je pense que c'est un respect, justement, d'appeler quand la réservation est cancellée ou quoi que ce soit, même si c'est une demi-heure avant. Là. Dis-moi, allez, là. Je vais peut-être pouvoir essayer de le passer, là, c'est sûr et certain. Puis, juste de comprendre aussi la hausse des prix de tout le monde. Faut que tu suives, t'as pas le choix. T'sais, on est quand même un luxe, là, quand même, aller au restaurant, on s'entend. Là. Mm-hmm. Fait qu'on on est supposé de suivre le tout, mais quand tu fais rentrer quelqu'un à 8 h le matin jusqu'à minuit, il faut que ça coûte des sous. Tout augmente. Moi, mon loyer a augmenté de 25 %. Je vais pas le mettre sur ma carte, c'est sûr et certain, mais au bout de la ligne, c'est où est-ce qu'on le prend. C'est tout le temps dans les profits. On ne peut pas augmenter. On a toujours peur de le faire. Mais à un moment donné, il faut que tout se suive aussi. Il n'y a plus rien qui est dans la même réalité qu'avant non plus. Puis les employés, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté. Ça ferme des journées semaines. Il y a des restos qui n'ont même pas réouvert encore à cause qu'ils n'ont pas d'employés. C'est incroyable. Mm-hmm. Puis ça, c'est à cause que tu ne peux pas non plus les payer. Tu ne peux pas augmenter tous les salaires sans augmenter tes prix. Puis là, si tu augmentes tes prix, ça finit par transparaître dans la clientèle qui est mécontente. Mais il faut qu'on suive. Une moment, on n'a pas vraiment le choix. Là. Fait que comme on est en train de vivre une période d'ajustement, là, tu sais, des fois, je me dis, les gens disent, genre, ça revienne comme avant. Mais moi, je pense que le avant, ça reviendra pas comme avant, entre guillemets. Il y a une nouvelle réalité qui est là, puis il y a des ajustements à faire de part et d'autre. Mm-hmm. Puis là, on peut quasiment appeler ça une période de calibration. T'es pris entre les deux, là, quasiment, là. Oui, moi non plus, j'ai pas plus envie d'augmenter non plus. Là. J'ai envie que les gens soient contents puis mais demander, il faut que je suive. Là. J'ai pas bien le choix là, au bout de la ligne. Là. Ben, en tout cas, merci de partager ça. Je me dis, peut-être que les gens qui écoutent, ça peut peut-être amener une perspective qui est différente sur... Ouais, eux autres aussi, ils vivent une réalité. Puis je pense que c'est ça, l'harmonie, faire en sorte que l'expérience soit le fun. Il faut que toutes les parties soient honorées. Que le client est honoré, le restaurateur est honoré, les employés, en fait, sont honorés. Puis c'est ça qui va faire en sorte que l'expérience, au bout de la ligne... ben, c'est que la réalité a changé en ce moment. Là. Je veux dire, toute la charge de travail a augmenté pour moins de monde. Là, il faut diminuer le nombre de personnes vu la pandémie, mais il faut augmenter la charge de travail. Là, faut que tu engages quelqu'un qui arrive plus de bonne heure, qui confirme toutes les réservations parce qu'il y en a qui ne cancellent pas et qui décident de ne pas se présenter. Ça arrive fréquemment, on s'entend. Faut que tu engages quelqu'un qui soit constamment à la porte pour scanner tout le monde pour le passeport vaccinal, checker toutes les cartes, les permis de conduire et tout. Faut, tout le... Pour ça, pour 50% de moins de personnes, là, ça a retombé, je pense, à 100% si tu as un panneau, si tu es à 1 mètre. Finalement, oui. On s'entend, là. Il y a une réalité qui est différente. Ben là. Oui, la réalité est différente. Puis après ça,
on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation dans rien. Ça peut pas fonctionner comme ça, malheureusement. Il faut qu'on s'ajuste aussi. Sinon, il y en a encore plein d'autres qui vont fermer. Là. Ça, c'est juste un début. Là. Je pense à des gros restos surtout. Là. Nous, c'est petit, c'est plus facile à gérer, je pense. Là. Mais quand tu es rendu avec 45-50 employés, c'est quelque chose. Là. Ah oui, tout à fait. Bien, je pense que c'est important de partager. Là. L'idée là-dedans, c'est pas, je pense, de, entre guillemets chialer, mais c'est juste de dire, c'est la réalité telle qu'elle est, et c'est là, c'est pas de l'interprétation, c'est vraiment présent dans ton quotidien, puis c'est comme, on est là, puis si on veut continuer à être présent, on n'aura pas le choix ça a de l'impact là, sur la clientèle, sur la façon de faire des affaires. Sur nous puis... aussi au quotidien, comme je disais, oui. t'essaies de pas focusser sur les choses que tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler le monde qui vient pas, mais celle-là, je pourrais m'en passer. Je peux pas contrôler ceux qui ont joué à l'embarquer. Je peux pas contrôler ceux qui sont insatisfaits. Mais je veux pas dire chialer parce que c'est pas le bon mot. Je veux dire ceux qui sont insatisfaits parce que oui, ça va arriver. Je peux pas. Si ça arrive des journées qui sont moins bonnes que d'autres, ça se peut très bien. Là, comme je dis, mais ça, je peux encore. Je peux pas contrôler celle-là, mais on pourrait l'éviter par contre. Ça serait plaisant. Je comprends. Mais merci de partager ça. Et si je te demandais, ta vision des prochaines années, ça ressemble à quoi? As-tu une vision claire? T'es-tu plus dans on go with the flow présentement? As-tu une vision des prochaines années ou... Je sais pas où est-ce que ça va aller, tout ça. Je sais pas si, on parle de comme avant, je pense pas. Je pense que c'est différent. Là, tu vois, justement, on est rendu à... On peut ouvrir 100%. Là, c'est 1 mètre, sinon ça prend un panneau et tout. Puis, tu vois, mon resto, je suis pas un de ceux qui est game d'enlever les panneaux encore. Okay. J'en vois beaucoup là, qui ont enlevé les panneaux, surtout au comptoir bar et tout. Moi, je suis pas rendu là encore. Okay. Je pense que garder quand même... Les gens sont encore un peu réticents à tout ça. Je pense que même quand ils arrivent à la porte, ils se tiennent plus loin. Je pense pas qu'on est prêt à refaire comme avant. Tu sais, quand on dit c'est jam-pack, puis qu'il y a l'expression, il y a plein de monde. Oui, pas rendu là encore. Est-ce que ça va revenir? Sûrement. Là. Les gens ont quand même besoin d'avoir du plaisir, puis de danser. Mais pour le moment... On va y aller au jour le jour. On va y aller au jour le jour. Okay. Un jour à la fois. Et pour les gens qui nous écoutent, y a-t-il un message que tu aimerais ça leur partager? Est-ce que tu aimerais ça? On a parlé de plein de choses. On a parlé de ta réalité de restaurateur, la pression de performer. On est allé vraiment à plein d'endroits. Je le savais que la première fois qu'on s'était parlé, on pourrait faire des épisodes avec plein de sujets que tu as nommés aujourd'hui. Mais y a-t-il un message que tu aimerais ça nous partager avant qu'on conclue cet bel épisode? Si je te laissais le mot de la fin, ça pourrait être quoi? Comme un genre de message. Oui. T'as-tu quelque chose qui t'inspire à partager? J'essaie d'y penser en tant que tel, parce que là, on a nommé la restauration, mais je me compare quand même à plein d'autres entrepreneurs. Là, je pense qu'on vit toute la même réalité. Mm-hmm. Puis, je vais dire... je vais dire, tu sais, l'important, je pense que c'est de pas en faire trop, même si moi, je sais personnellement que je suis pas capable de m'arrêter parfois, là. Pour le moment. Pour le moment, oui, c'est ça. Mais faut pas s'oublier là-dedans non plus. Je pense que c'est ça l'important. Là. C'est sûr que c'est difficile, mais au bout de la ligne, je pense que ça en revient à beaucoup mieux. Ouais. Lâcher prise. Ah ouais, ça va être ça. Lâcher prise, j'aime ça. Ben, je pense que lâcher prise, j'adore. Puis... C'est pour moi, ce que je l'ai dit, celle-là, pas pour toutes vous autres. Merci de tes brins d'humour que tu as amené un petit peu partout à travers l'épisode. Puis je pense que tu nommes quelque chose dans le contexte actuel qui est vraiment important, de ne pas avoir peur de nommer que c'est important de prendre soin de soi. Et c'est une façon aussi de prendre soin des autres. Tu sais, te dire à quel point c'est important pour toi aussi de plaire aux autres puis de faire qu'ils vivent une expérience. Puis en même temps, de dire, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi pour être capable de mieux prendre soin des autres. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, quand on parle de la performance qui est prise, si toi, tu es épuisé, tu ne pourras pas redonner aux autres. C'est une question de temps, c'est comme... Tu as encore plus d'énergie qui est drainée. Tandis que de dire de ne pas s'oublier en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, que si on a besoin de prendre soin de soi, il faut le faire. C'est ça qui va permettre de continuer qu'est-ce qu'on est venu faire aussi. Fait que je pense que c'est un message qui est tout à fait de circonstance actuellement. Puis je tiens vraiment à te remercier là, de ta générosité, de ton authenticité, d'avoir abordé des sujets que des fois, comme entrepreneur, on pourrait se priver de jaser. Puis je pense que ça va être vraiment inspirant pour les gens qui nous écoutent et qui suivent le podcast. Et puis, sait-on jamais que ça peut faire une grosse différence dans la vie des gens à travers ce média-là que les gens peuvent nous écouter, peu importe ce qu'ils font. Alors, merci infiniment, David. Merci à toi.
Alors, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'on vous a laissé un beau mot de la fin. Ne pas hésiter à prendre soin de soi. Je pense que c'est mon invitation de la semaine. Alors, on est disponible sur à peu près toutes les plateformes et les principales, Google Music, Spotify, YouTube, évidemment sur le site web de Synaction Expansion. Si, justement, le partage de David vous a inspiré, une belle occasion d'aller écrire vos commentaires sur les différentes plateformes de Synaction Expansion ou sur, justement, YouTube et iTunes, d'aller mettre vos commentaires. C'est vraiment vibrant et je vais, bien sûr, vous partager tous les liens pour découvrir le Lola 45 pour les gens qui ne l'ont pas expérimenté dans le beau village de Saint-Sauveur. Alors, c'est une invitation aussi d'aller tenter d'essayer le restaurant. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et prenez soin de vous. À très bientôt.